Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et on est parti pour Jamal Malik. Donc en cryptographie du CTF Night 2023, enfin Night CTF 2023. Donc le site est mort, mais heureusement, j'ai sauvegardé les énoncés, j'ai tout archivé bien comme il faut. Donc mon ami Jamal a chiffré le flag et m'a envoyé les fichiers, il veut maintenant le déchiffrer et le retrouver. Peux-tu le faire pour moi s'il te plaît? Ok. Alors qu'avons-nous? On a plusieurs fichiers. Donc ça c'est l'énoncé, on s'en fiche. On a un script Python. On a un fichier CSV, bon, et on a une sorte de clé publique, on a un truc public. Ok. On va regarder ça petit à petit. Donc on va d'abord regarder la clé publique, voir ce que c'est. Alors c'est juste un P, une valeur P qui dit que c'est égal à ça. Alors ce nombre. En général, quand on voit P, ça veut dire prime, ça veut dire chiffrement, RSA ou pseudo RSA. Et donc c'est probablement un truc qui a été utilisé pour pouvoir chiffrer le fichier. On n'a pas la clé privée en revanche. Ensuite, on a le fichier enc qui a été chiffré. Non, c'est pas de 4. Voilà. Et tout ce qu'on a là. Ok, c'est des valeurs, c'est cool. Ok, c'est bien. Donc c'est le flag qui a été chiffré. Et il nous reste encore un petit script Python. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du random, on importe randint et seed, ok. Alors seed, ça c'est une faute de vulnérabilité. S'il fait, bon, je sais ce qu'il va faire, je connais le code, mais vous allez voir, du coup c'est un problème de sécurité. Donc il définit une fonction isPrime pour voir si ou non un nombre est premier. On va faire confiance, on va dire que ça fonctionne. Hop, c'est moi qui fais n'importe quoi. On a une fonction getPrime pour avoir un premier. Alors qu'est-ce qu'il prend en entrée? Un n. Et il fait un while true, p égale un truc random entre 2 puissance n-1 et 2 puissance n. Et si p est premier, par rapport à la fonction là, on retourne p. S'il n'est pas premier, comme c'est un while true, on recommence l'opération jusqu'à avoir un nombre premier. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a une fonction encrypt. Elle a quoi? Elle a des valeurs. Dedans, on a un pt-int qui est égal à un caractère qu'on encode en big endian. On en retire les bytes et qu'on transforme en int. Donc en fait, c'est juste un entier d'un caractère. Enfin, de la valeur byte. Ouais, de la valeur ASCII. En fait, donc c'est par rapport à la man ASCII, je vous ai déjà montré.
semaine ASCII. Si je prends car, du coup, on peut dire que c'est aussi égal à 65. On peut dire aussi que le 65 c'est égal à A selon si on encode, etc. Ou décode. Ok, on a C1 qui est égal à la puissance. Donc ça se lit ainsi. C1, c'est G puissance K modulo P. Et C2, lui, donc, est égal au caractère qui a été integérisé, on va dire, fois la puissance de Y, enfin, fois, pardon, Y puissance K modulo P. Et on remodulotionne, on refait un modulo P sur l'ensemble. Et on retourne C1 et C2. Ok, donc C1 et C2, c'est deux valeurs qui sont des entiers qui sont probablement très grands, puisque c'est des puissances. Et à mon avis, c'est ce qu'on a dans le fichier CSV, c'est les valeurs qu'on retrouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un flag. Donc on ouvre le flag, on lit le flag, ok. Là, on voit qu'on a un x qui est égal à un nombre aléatoire entre 2 et ce truc énorme. Sauf que, alors là c'est pareil, on a un rang d'int. Vous avez vu qu'on a quelques rangs d'int par-ci par-là. On a un rang d'int ici, il y en a un autre là, et il y en a un autre un peu plus bas. Sauf qu'on peut voir tout en bas, seed 0. Et en fait, le seed va contrôler la façon dont est généré le rand du rang d'int. Je vais faire un petit exemple, histoire que ce soit plus parlant, mais en fait, comme là, on a seed de 0, quand on va régénérer rand int, ça va donner, quoi qu'il arrive, les mêmes valeurs. Je vais montrer. Ok, donc on a un x qui est égal à un nombre aléatoire, mais qu'on peut facilement deviner parce qu'on a la seed. Ensuite, on a p et g qui sont des nombres premiers. Donc p est un nombre premier, si g est égal, donc il faut qu'il soit différent, g va devenir un nombre premier. Et si G est plus grand que P, là on échange, on dit G devient P, P devient G. Donc en fait, il faut que P et G soient deux nombres premiers, mais il faut que P soit plus grand que G, strictement plus grand. Ensuite, on a Y qui devient une puissance, donc G, puissance X modulo P. Donc là, c'est que du calcul de puissance, etc. pour faire du chiffrement. Il n'y a pas besoin d'être très matheux, vous allez voir, on va faire ça autrement, on va attaquer ça d'une autre façon. Donc on ouvre le fichier enc, donc c'est le pseudo CSV, et on dit pour chaque caractère de mon flag, K va être un nombre aléatoire, C1 et C2, donc c'est bien ce qu'on va retourner depuis la fonction encrypt qui fait du calcul de puissance, et on out, on écrit pendant dans la sortie, C1 et C2. Donc ça crée notre fichier CSV, qui est en fait notre flag, mais transformé. Transformé comment? Grâce à la fonction encrypt. Sauf que, là, il y a un point intéressant, ptint, c'est la seule variable qui utilise le caractère, le ch ici. C'est le ch ici qui est dans le flag. Et ptint ensuite n'est utilisé que dans C2. Ça veut dire que C1, il sert à cupwick. Mais cupwick de chez cupwick. Donc déjà, on a la moitié qui sert à rien, on n'a pas trop à s'en occuper. Ok. Donc il écrit son fichier CSV et après il écrit P dedans pour dire voilà quoi ressemble P. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brute forcer un peu tout ça. À savoir que... Voilà. Les flags, ils ressemblent un peu à... Ils ressemblent... oui, un peu à ça. Là, on nous dit qu'il y aura KCTF en majuscule. Il y aura des accolades, il y aura des retours à la ligne. Des retours à la ligne, putain, des underscores. Il y aura des lettres minuscules, alors peut-être majuscules aussi. Il y aura des chiffres. Il y aura peut-être même d'autres caractères un peu plus spéciaux, genre point d'exclamation, je sais pas, arrobas, voilà. Donc en gros, on va recréer un alphabet et on va regarder lettre par lettre. On va rechiffrer chaque lettre d'un alphabet qu'on va écrire nous-mêmes. Et quand ça sera égal à... par exemple, à cette valeur, c'est-à-dire qu'on va trouver le premier caractère. Donc ça, c'est sûrement un K majuscule. Et donc si j'envoie un K majuscule dans la méthode de chiffrement, bah, je devrais trouver cette valeur. Et ensuite, quand il va trouver le C, etc. Donc je vais me créer un alphabet qui contient beaucoup de lettres possibles, minuscules, majuscules, les chiffres, caractères spéciaux. On va les chiffrer un par un, et quand ça sera égal à la valeur qui est ici, ça veut dire qu'on aura trouvé la bonne lettre. Donc pour ça, je vais copier le fichier encrypt, pardon, je vais l'appeler decrypt.py. Je donne les droits d'exécution. Là.
Et on va attaquer. Alors déjà, faut que je mette le shebang. C'est user, pas sûr. User bin ange python. Ah oui, alors je voulais vous montrer test.py. Donc que se passe-t-il si n'importe comment import, non c'est from random import randint seed. Donc mettons que je fasse randint entre 0 voilà, et 1000 et on va dire que je print ça 3 fois. Alors je mets droit d'exécution à test. Voilà. Donc je remonte test, je remonte à quoi sur mon test. Voilà. J'exécute. On peut voir qu'à chaque fois ça me donne un nombre différent. Cool. Maintenant, je mets seed de 0 là. Que se passe-t-il? Ah ça alors, on a toujours les mêmes nombres. Parce que la graine, ce qui est utilisé pour être calculé au moment de faire le random, est à chaque fois la même chose. Donc en fait, il refait un calcul qui donnera de toute façon la même chose. Alors si jamais vous voulez un jour utiliser une graine mais être à peu près sécurisé, vous pouvez par exemple faire ce que fait Linux avec le fichier urandom et random et urandom. Et en fait, ce qu'ils font, voilà, ils récupèrent du bruit environnant, c'est au niveau du CPU, ils en créent de l'entropie. Et en gros, plus votre CPU est actif et plus ça va créer de l'entropie, donc plus ça va créer du nombre aléatoire. Ce qui fait que comme on n'a pas tous la même machine qui fait exactement le même code au même moment, c'est compliqué pour un hacker de dire bon, je sais qu'il a utilisé une graine, je sais pas laquelle, faut que j'arrive à avoir le même état de son CPU au moment où il a créé la graine. Pas facile. Voilà, donc c'est juste pour montrer ça. Donc là, je m'en fiche. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement réutiliser réinverser le code qui est ici. Voilà. Donc ça, hop là, je le mets en commentaire. Bon, c'est pareil d'ailleurs, j'en ai pas besoin. L'ouverture du flag, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, j'ai tout mon code qui me gère mes nombres. Et étant donné qu'on a un seed de 0, le xrandint ici, ça va être le même que celui au moment du chiffrement. Le getPrime qui utilise aussi randint, le p et g vont avoir la même valeur qu'à l'origine. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est dire que voilà. C'est dire que je vais me créer, comme j'avais dit, un alphabet. Cet alphabet va être égal à, bon, je vais écrire en dur, à plusieurs caractères, donc A, B, C, F, G, H, I, J, K. Alors, je pourrais automatiser ça d'une autre façon. Je pourrais dire bon, c'est ce que je vais faire. Alphabet égale liste vide. Et là, je pourrais dire for i in range. Alors là, il me faut le manaskey. Donc, on peut voir que les majuscules commencent à 65 et finissent à 90. Donc, je peux dire for i in range. On part de 65 jusqu'à 91, mais c'est 91 non compris. Donc, tout va bien. Et là, je peux dire alphabet plus égal caractère de i. Voilà. Ensuite, je peux continuer avec une autre boucle. Voilà, je peux dire. Donc là, on peut partir de 65 à 91. On va faire les minuscules. Et on va dire. Les minuscules sont là. De 97 à 122 compris, donc 123. Donc 97 à 123, on incrémente. Et ensuite, là, je peux encore ajouter, bon, plutôt à la mano. Alors, quoi que je pourrais réutiliser les valeurs qui sont là. De 33 à
de 33-63 en fait. En fait, je pourrais aller de... Alors l'espace... En fait, je pourrais aller de 33... Je pourrais aller de 33 à 125. Donc en fait, ouais, c'est ce que je vais faire. On va faire une seule boucle. 33, 125 compris, donc c'est 126. Alors je vais vous montrer là si je fais un print alphabet. Ça ouvre aucun fichier, donc c'est bon. Si j'appelle decrypt. Ah oui, alors là en fait mon fichier est encodé en DOS. C'est encodé c'est encodé en DOS. Donc pour ça je vais changer je vais en DOS to Unix decrypt. Donc là je passe en Unix, donc on peut voir ici en bas. Donc là quand j'exécute, il me comprend mon fichier, même les retours à ligne. Voilà, et ça c'est mon alphabet. Et on peut voir qu'il contient beaucoup de caractères, tous les minuscules, toutes les majuscules, tous les chiffres, des caractères spéciaux. Et donc du coup on va itérer sur chacun de ces éléments jusqu'à retrouver... pour ça faut que je ouvre le... Non. Jusqu'à retrouver un des éléments qui est ici sur la droite. Voilà, tout ce que j'ai mis en surbrillance. On va regarder élément par élément de mon alphabet. Et dès que c'est égal là au premier, donc normalement c'est un K pour KCTF, dès que j'aurai trouvé ça, j'ajoute dans une sortie et je regarde, je recommence, mais sur la deuxième ligne. Donc, with open, c'est with, pas with. With open. Donc c'est quoi? C'est mon fichier enc. Voilà. Je fais ça en lecture, pas besoin de plus. As f. Voilà. Et là, je vais me créer un fichier, une valeur, flag. Voilà, égale du vide. Ok. Est-ce que ça suffit? Oui. Donc je fais for. Alors il me faut la ligne et la valeur. Quoique la ligne, non en fait. On va réfléchir. Ok, on va faire ça autrement. Là je vais dire encfile égale f.read. Bon. Là, je vais dire for line in encfile. Donc là, on va faire du ligne par ligne. Et donc, je dis C1, C2. Donc ça, c'est les caractères que je récupère. Vont être égaux à... Alors, le C1, en fait, il sert à rien. Je vais quand même vous montrer comment le voir. Donc, on split là où il y a la virgule, parce que c'est un pseudo CSV. Et on prend le premier élément, donc crochet 0. Voilà. J'ai plus qu'à recopier ça, comme ça, et la mettre à 1. Mais bon, vraiment, le C1, il sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est juste dire C2 égale ça. On a vu qu'ici, le C1, il n'utilise pas le caractère là. Donc, vraiment, le C1, il sert à rien. Donc, je récupère juste le caractère numéro 2. Donc ensuite, je dois récupérer ce qui se passe en bas. Je dois refaire un peu ce qui se passe là quand même. Donc je dis k égale randint de 2 avec presque 10 000. Voilà. Et là, for l in, donc pour chaque lettre dans mon alphabet, je dis 1 à 2 égale. Donc là, je vais encrypter, mais je vais utiliser l'alphabet que j'ai créé ici. Donc, j'utilise mon alphabet sur G, P,
YK, donc là je reprends ce qui est écrit ici, hein, la ligne 66. Ok. Ce qui fait que si A2 est égal à C2, donc là je fais un par un, dès que A2 est égal à la valeur de C2, la grosse valeur après la première virgule, c'est-à-dire que j'ai réussi à chiffrer mon caractère qui fait partie de mon alphabet de la même façon qu'a fait Jamal. Et comme on est sur la même seed, bah forcément, ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc là, tout ce que je fais, c'est... Tout ce que je peux faire, c'est alphabet plus égal ma lettre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux break pour recommencer une nouvelle ligne. Et puis voilà. Et à la fin, quand j'ai terminé, je peux print. Non, c'est pas alphabet plus égal, c'est flag plus égal, pardon. Je me disais quoi flag. Je peux me print mon flag. Alors on tente. Alors, il y a évidemment des problèmes. Ah oui, non, pardon. Alors c'est read. Ouais, je suis bête. Je vais faire du line par line. Donc c'est read.splitlines. Voilà. Donc là, en fait, je veux créer un tableau de lignes. Donc j'ai un tableau et chaque élément est une ligne. Donc là, je fais bien pour chaque ligne de mon tableau, qui est mon fichier chiffré, mais en tableau. Voilà. C'était ça un petit problème. Et voilà, on a le flag. KCTF, have you heard of Helgamal? Et Helgamal, ça c'est très intéressant. Cryptosystème de Helgamal. Il y a une page Wikipédia. Et donc, c'est un chiffrement asymétrique, etc., inventé par monsieur Taher Helgamal en 1984. Et comme ça, à partir du problème du logarithme discret. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'était cryptographie, c'était Jamal de la partie cryptographie de NiceTF 2023. Donc, je vous montre le code, je vous le réexplique très rapidement quand même, parce que c'est vrai que là, je l'ai fait en même temps que j'expliquais, c'était pas facile à suivre. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la méthode de chiffrement là, qui va donc créer ce fichier chiffré. On a vu qu'à chaque fois, la première partie avant la première virgule ne sert à rien parce que la valeur qui est générée ici n'utilise pas le caractère du flag qui est envoyé. Hein, il n'y a que C2 qui utilise ptin qui lui-même utilise le ch en code. Donc tout ça, ça me sert à rien, la première partie. Donc ça, voilà, faut lire pour comprendre. Ensuite, ce que je dis, c'est que je me crée un alphabet avec une grosse partie de ma table ASCII. Tous les caractères imprimables, en gros. Pas tous, mais une bonne partie. J'ouvre ensuite le fichier qui est chiffré, je le split en tableaux. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, si je fais un print de ankfile et que je vous affiche juste en dessous son type. Voilà, on peut voir que c'est une liste, et on peut voir que ça contient à chaque fois mes éléments. Donc ça contient mes lignes. Et donc ensuite, comme je demande ici à avoir le crochet 1 en splittant depuis la virgule, bah du coup ça me donne bien. Comme le crochet 1, bah, c'est le deuxième élément, bah, ça me donne bien à chaque fois l'élément qui est là, puis l'élément qui est ici, puis l'élément qui est ici, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, donc, je reprends le carandint qui est réutilisé ici, hein, forcément. Et là, pour chaque lettre de mon alphabet, je réutilise encrypt. Alors là, je suis obligé de mettre A1 parce que encrypt, voilà, retourne dans tous les cas C1 et C2. Alors, je pourrais juste changer encrypt et dire retourne C2 et pas m'occuper de pas avoir de valeur A1, mais bon, on va pas s'amuser à modifier tout le code non plus. Donc A, on s'en fiche, mais A2, bah, c'est ce qu'on va chiffrer avec la lettre de notre alphabet. Et dès que A2 est égal à la valeur qui est ici, bah on sait qu'on a trouvé une partie du flag, donc on incrémente par rapport à la lettre qu'on a envoyée. On break, parce qu'on n'a plus besoin de faire du lettre par lettre dans notre alphabet. On a trouvé la bonne lettre pour la ligne sur laquelle on est actuellement. Donc on fait une nouvelle ligne, on recommence sur notre alphabet, etc. Alors le problème, c'est que du coup, il faut avoir un bon alphabet. Si dedans, il avait utilisé l'espace, là par exemple, l'espace, l'espace, il est là et c'est 32. Alors j'ai pas pris parce que je sais qu'en général ils mettent pas d'espace dans les flags,
Si jamais un jour le mec met un espace dans son flag, du coup, il faudra mettre 32. Si jamais il met des valeurs qui sont pas imprimables, bah, il fera partir de 0 jusqu'à 127. Voilà, si on veut vraiment tout le tableau. Bon, là, en soi, j'en ai pas besoin, donc je me suis fait plaisir à faire un alphabet entre guillemets optimisé. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Alors, ça a pris un peu de temps, mais comme là, c'était quand même une partie un peu compliquée, où il y avait quand même un peu plus de calcul, je préfère prendre un peu plus de temps que ce soit bien expliqué, et que ceux qui savent déjà se disent, bon, bah, c'est chiant, je passe à la suite, mais que ceux qui savent pas, surtout, se disent, ok, là, c'est bon, j'ai compris. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.